Bonjour à tous, pour ce huitième webinaire qui va porter sur les budgets verts et qui est organisé dans le cadre du réseau de collectivités Climat, Air, Énergie. Donc c'est un réseau qui est piloté par la région Grand Est, l'Adréal et l'ADEME Grand Est, qui est animé par les bureaux auxiliaires et transition. C'est un réseau dans lequel on organise des réunions à intervalles réguliers pour les techniciens, des webinaires, et puis on anime également une plateforme qui s'appelle Intradem, où nous mettons à disposition beaucoup de ressources, d'outils, d'événements et d'autres informations, et qui permet également un espace de partage entre les membres. Donc aujourd'hui, ce webinaire va porter sur les budgets verts, avec au programme une présentation de la démarche de budget vert de la région Grand Est par Laurence Gantzer, qui est chargée de mission auprès de la direction générale adjointe en charge de transition, et puis deux témoignages de collectivités. Donc le premier témoignage de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse par Antonara, chargée de mission transition écologique et développement durable à la direction citoyenneté ville durable. Et puis enfin un témoignage de la ville de Pessac par Aurélie Lerebourg, directrice de la mission accélération des transitions. Alors avant ces témoignages, une petite introduction sur les budgets verts. Donc tout d'abord avec ce que ne sont pas les budgets verts. Donc ce n'est pas un budget carbone. Les budgets carbone, c'est ce que vous voyez à droite sur l'écran. Donc c'est une capture d'écran de la stratégie nationale bas carbone qui justement donne les quotas qui peuvent encore être émis par période. Donc ça, c'est un budget carbone, à ne pas confondre avec un budget vert. Le budget vert n'est pas non plus un bilan carbone, ni une évaluation du coût d'un plan climat ou du coût de l'inaction. Et ce n'est pas non plus une méthode de comptabilité socio-environnementale. Alors, qu'est-ce que le budget vert? Le budget vert, c'est une évaluation environnementale du budget de la collectivité et de sa compatibilité avec les objectifs environnementaux. Donc, comment est faite cette évaluation environnementale? En analysant l'impact de toutes les dépenses d'investissement et de fonctionnement, donc c'est les deux postes, en attribuant une contribution à la réduction ou à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre pour sa partie atténuation. Et puis sur le volet un peu adaptation, on va évaluer la prise en compte des risques climatiques actuels et futurs. Hop, alors la méthode phare pour l'évaluation environnementale des budgets de la collectivité, c'est bien sûr la méthode I4C dont vous avez déjà entendu parler, élaborée avec des partenaires également. Donc cette méthode reprend donc ces deux volets atténuation-adaptation. Donc pour l'atténuation, la méthode va vraiment analyser les impacts et va se baser sur le référentiel SNBC en interrogeant pour chaque ligne budgétaire de manière qualitative si les dépenses sont compatibles avec une France neutre en carbone d'ici 2050. Donc encore une fois, il n'y a pas de quantification précise du CO2. Sur le volet adaptation, on va plutôt venir analyser les processus et on va se baser sur un contexte local en se demandant si les enjeux d'adaptation sont pris à chaque fois en compte dans les dépenses. Donc là, à côté, je vous ai remis les ressources synthèse pour décideurs, guide méthodologique, et puis les deux annexes techniques qui sont tous accessibles en ligne. Et donc c'est une méthode qui reste ouverte à d'autres rapports, d'autres organisations pour y inclure d'autres impacts. Et donc concrètement, cette méthode, en fait, elle consiste à classifier les dépenses avec un code couleur, donc du vert foncé qui va désigner des dépenses très favorables au climat, donc compatibles avec une France neutre en carbone, vert, donc compatible sous conditions, à marron, dépenses défavorables. En passant par une catégorie qui est indéterminée, donc dont les effets sont inconnus par manque de données ou d'informations, ou une catégorie neutre, qui n'a pas vocation à devenir verte ou marron. Et donc cela donne une photographie annuelle de son action climat au prisme de son budget. Donc les objectifs et quelques points de vigilance. Donc l'idée, c'est vraiment d'introduire le climat dans les critères de décision financière et budgétaire de la collectivité, mais également d'articuler ces critères avec d'autres critères existants, bien entendu, puisque les critères du climat restent des critères parmi d'autres pour le budget d'une collectivité, mais qui sont pour le moment très peu intégrés. Ça permet un meilleur travail entre les directions, notamment les directions financières et les directions liées aux politiques climat. Et donc d'évaluer le budget à l'aune du climat permet également aussi de diffuser ces critères dans toutes les politiques publiques de la collectivité et donc de favoriser un travail entre les équipes et les services. Euh, donc bien entendu, le résultat, alors sur les points de vigilance, donc cette méthode, en tout cas la méthode I4C, ne traite que des impacts sur le climat, donc atténuation adaptation encore une fois. Elle ne prend pas en compte les autres critères, les dommages environnementaux comme la pollution ou les aspects socio-économiques. Mais ça donne déjà aussi d'autres critères enfin, ça améliore la prise de décision au niveau budgétaire.
Et puis enfin, un autre point de vigilance, il est important de rappeler aussi que les résultats d'une collectivité à une autre ne sont pas comparables, puisque les compétences sont différentes, les périmètres sont différents et les contextes, entre chaque collectivité sont également très différents. Par exemple, certaines collectivités vont avoir sur leur territoire, des industries particulièrement émissives, sur lesquelles ils n'ont pas forcément beaucoup de marge de manœuvre, au niveau de leurs compétences. Dernière slide, donc aussi pour, mettre en avant ce guide sorti en mars 2022, puisque depuis plusieurs années, plusieurs méthodologies fleurissent, hein, et d'outils pour, permettre aux collectivités d'évaluer l'impact sur leur climat de leur budget. Et donc là, c'est un guide qui nous est proposé par l'Agence France Locale et l'INET, l'Institut national des études territoriales, hem, qui propose ce mode d'emploi opérationnel pour permettre aux collectivités de naviguer entre ces différents outils et ces différentes méthodologies. Également, elle donne à voir pas mal de témoignages, de retours d'expérience de collectivités, et elle propose 16 recommandations pour, faire, de ce budget vert un véritable outil, stratégique et de pilotage, des politiques publiques, à travers les exemples, exposés. Donc voilà, donc tout de suite, je vais laisser la parole à Laurence Ganzer pour nous présenter la démarche, de budget vert, à l'échelle de la région Grand Est. De critères en fonction d'un certain nombre de critères qui ont été, qui figurent donc dans cette méthodologie. En particulier, je vous ai remis ici, les critères qui président effectivement à l'analyse des dépenses au regard de la construction de nouveaux bâtiments, y compris construction de bâtiments que la région est amenée à financer, auprès des collectivités locales. Par rapport à ce qui a été dit précédemment, j'ajoute simplement que, effectivement, on est sur une méthodologie qui porte sur, l'atténuation ainsi que sur l'adaptation et qui a été étendue, aux enjeux eau et biodiversité. Donc, cette méthode est donc, désormais, relativement complète et pour ce qui concerne la région, nous allons donc tester ces extensions méthodologiques eau et biodiversité à partir du budget 2024 sur 3 politiques régionales qui sont le tourisme, la cohésion des territoires et énergie, climat et économie circulaire. Cela se traduit en fait, par une représentation, heu, dans la diapo suivante, où vous voyez que, voilà, donc ça c'est une représentation pour, présenter un peu à titre d'exemple, la traduction un peu visuelle, hein, de cette analyse que nous réalisons, avec donc un certain nombre de dépenses qui sont, voilà, classées en neutre, d'autres qui sont classées en très favorables et une grosse partie qui sont classées en favorables sous conditions, ce qui signifie qu'il y a, des marges de manœuvre importantes, encore à réaliser. Une partie de dépenses classées en défavorables puisque non compatibles, et là, clairement non compatibles aujourd'hui avec l'urgence climatique et une partie de dépenses encore importantes qui ont été, classées en indéfini méthodologique et surtout à approfondir. Ce qui signifie que, globalement, même si on dispose de la méthodologie, nous n'avons pas forcément, les informations nécessaires pour faire ce travail de classification. Je prends par exemple l'exemple des aides aux agriculteurs. Aujourd'hui, un certain nombre d'aides, sont octroyées, à l'activité agricole, mais sans pour autant qu'on ait connaissance, de la pratique agricole, de l'exploitation agricole. Donc la région évidemment soutient, l'agriculture biologique, elle soutient aussi l'agriculture conventionnelle, mais sur ce domaine de l'agriculture conventionnelle, nous n'avons pas forcément l'information sur la pratique agricole et donc, heu, aujourd'hui, en tout cas pour le moment, et pour le BP 2023, on n'a pas pu effectivement, réaliser cette analyse dans toute sa complétude.
Vous voyez à travers la représentation que cet exercice va se faire d'une année sur l'autre et permettra effectivement de comparer les marges de manœuvre voilà, en fonction effectivement des évolutions des politiques régionales. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Je vais me concentrer maintenant sur les moyens qui sont nécessaires pour mettre en œuvre l'analyse climat et surtout, ce qui est notre priorité, c'est qu'au-delà de l'analyse climat, ce qui nous importe, c'est de transformer nos politiques régionales. Donc, alors transformer nos politiques régionales, ça veut dire intégrer les enjeux environnementaux dans nos dispositifs. Alors, ça peut être de la pédagogie, ça peut être de l'incitativité sous forme de bonus dès lors que les projets vont au-delà, par exemple, des normes obligatoires, de l'éco-conditionnalité si on décide de sélectionner les projets par rapport à un certain nombre de critères, etc., etc. Donc, on a une palette en fait d'intégration des enjeux qui est quand même relativement large et qui va varier en fonction des politiques et de la typologie des politiques. Alors, ce travail ne peut se faire, évidemment, vous en doutez bien, il y a un enjeu de formation qui est absolument capital, que nous avons démarré en 2021 et en 2022, qui va se prolonger les années suivantes, à la fois par des cycles de sensibilisation aux enjeux environnementaux globaux, pour effectivement expliciter la finalité de toute cette démarche. C'est quoi les enjeux environnementaux aujourd'hui en région Grand Est? Évidemment, on s'appuie sur tout le travail qui a pu être réalisé dans le SRADET, et également une formation à l'appropriation de l'analyse climat et de sa méthodologie, parce qu'en fait, celle-ci contient un certain nombre de critères qui amènent effectivement à des questionnements et dans une certaine mesure qui peuvent effectivement s'intégrer aussi dans nos politiques régionales. Donc, ces sessions de sensibilisation concernent à la fois les agents et les élus régionaux. En 2022, ces cycles de sensibilisation, de formation ont été poursuivis en les systématisant à l'échelle des directions générales adjointes et qui intègrent à la fois les directions financières et les directions opérationnelles. Donc, c'est tout type d'agents Je t'ai écrit ce matin. qu'on souhaite cibler, à la fois les agents qui sont dans la réflexion, la conception des politiques régionales, ainsi que les instructeurs des projets et également nos collègues des directions financières. Voilà, donc globalement, il y a un accueil effectivement très positif et une volonté de faire de l'ensemble des agents, avec, comme vous voyez, si on prend un certain nombre d'extraits de parole d'agents, c'est être dans la sincérité et dans la transparence. Les autres moyens qui ont été mis en œuvre concernent plus particulièrement l'accompagnement, et c'est la slide suivante, des directions dans ce processus d'intégration des enjeux, avec tout un dispositif qu'on mène avec l'appui d'un consultant qui nous aide donc à construire les outils méthodologiques. Et donc, ça se traduit concrètement par des diagnostics qui ont été réalisés sur un certain nombre de politiques régionales, diagnostics qui ont permis d'identifier à quel niveau les enjeux environnementaux ont été pris en compte ou pas. Parce qu'en fait, ces enjeux peuvent très bien être cités on va dire, dans les introductions ou dans l'intention de faire, mais pas toujours forcément dans l'application en tant que telle. Et donc, c'est ce qu'on a souhaité regarder ensemble avec les équipes. Donc, ce qui nous a amené à accompagner 12 directions jusqu'à présent, des dispositifs qui ont fait l'objet de travaux plus précis dans le cadre d'ateliers et avec des propositions de critères d'intervention très concrètes. Donc,
ce sont une diversité de thèmes qui ont été abordés, depuis le tourisme en passant par la santé, les aides aux entreprises et la mobilité, par exemple. La diapo suivante permet d'illustrer en fait ce que signifie en fait mettre en place des propositions de critères, et surtout que vous vous en doutez, c'est loin d'être neutre, hein, en termes de conséquences de politique régionale. Donc, par exemple, sur tout ce qui a trait à la cohésion des territoires, évidemment, un des enjeux du SRADET, c'est réduire l'artificialisation de l'espace. La question qui nous est posée aujourd'hui, nous, régions, c'est de se dire, est-ce que dès lors qu'on a un projet de création de services publics, est-ce qu'on continue de financer la construction de bâtiments neufs, ou est-ce qu'on réoriente, dans la mesure où c'est possible, vers la réutilisation de bâtiments, la requalification de friches, etc. En matière agricole, ce n'est pas neutre non plus, puisque la question qui peut se poser, c'est que quand bien même la région finance en fait l'installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments d'élevage, on sait très bien qu'aujourd'hui, si on veut atteindre la stratégie nationale bas carbone, cela passe par une réduction de notre alimentation carnée, et donc par une diminution de la production carnée. Pour autant, si l'activité s'inscrit dans une démarche d'extensification, et c'est un projet qu'on serait amené à continuer de soutenir, à l'inverse donc d'un projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments d'élevage qui continuerait en tout cas à s'inscrire dans une démarche d'intensification. Voilà, juste pour illustrer un peu ce que voudrait dire en fait ce type de critères appliqués à nos politiques régionales. La diapo suivante, elle illustre simplement que en termes de gouvernance et d'implication des uns et des autres, c'est un processus qui concerne en fait tout le monde en fait. Tout le monde peut à son niveau, enfin tous les agents, tous les élus, peut à son niveau influencer et intervenir dans tout ce processus. Les acteurs, évidemment, les élus régionaux, je l'ai déjà dit, les directions opérationnelles et fonctionnelles. Sur le pilotage, c'est un pilotage à la fois politique qui réunit notre vice-président en charge des questions de transition écologique et énergétique et vice-président en charge des finances, avec un comité de direction qui réunit nos différents directeurs généraux adjoints et une équipe projet. Et en termes de ressources, par rapport donc aux actions que je viens d'indiquer, sensibilisation, formation, des outils d'accompagnement donc qui ont été mis au point grâce à un appui externe. On pourra, le cas échéant, revenir plus en détail si vous avez des questions là-dessus, mais évidemment, le point central, c'est la volonté politique. Et là, en région Grand Est, c'est une démarche qui est portée par notre présidence, qui est évidemment je veux dire, l'élément fondamental pour une démarche de ce type-là. Qu'est-ce qu'on peut en retenir aujourd'hui, avant de vous donner un certain nombre de perspectives? C'est que l'analyse climat en tant que telle, nous la réalisons en interne, hein. Je crois que c'est ce que font la plupart des collectivités aujourd'hui. C'est un travail qui est réalisé en interne, mais qui nécessite d'être accompagné, hein, par de la formation, comme je viens de vous l'indiquer. C'est également une démarche progressive, voilà, qui est évolutive, et à travers l'analyse climat, on ne prétend pas à l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à atteindre la perfection dans l'analyse et dans l'application des critères, parce qu'encore une fois, bon, faut pas oublier et pas perdre de vue que c'est un outil. C'est un outil qui doit nous permettre de transformer les politiques régionales, et ça, je pense que c'est un objectif dans lequel on s'inscrit aujourd'hui au sein de la collectivité régionale. Il y a encore évidemment du chemin à faire. Donc un certain nombre de dynamiques sont enclenchées, hein, notamment sur la politique tourisme, où il y a un appel à projet de tourisme durable
qui a été engagé en 2021 et qui a intégré l'ensemble des enjeux environnementaux du SRADET. D'autres collègues, notamment sur la direction de la culture, ont enclenché un travail qui se concrétise par un fonds transition énergie et culture. On est en pleine réflexion aujourd'hui pour refondre nos dispositifs en faveur de l'aménagement du territoire. Donc c'est un travail qui est en cours et qui devrait pouvoir aboutir d'ici la séance plénière du mois de juin, donc où il y a des décisions, effectivement, un certain nombre de décisions qui vont être prises. Et concernant les aides aux entreprises, une évolution fondamentale dans la façon de concevoir en fait nos aides aux entreprises à travers ce qu'on appelle nous aujourd'hui le parcours de transformation des entreprises, qui consiste donc à les accompagner à partir d'un diagnostic global qui est réalisé sur l'ensemble des champs des transitions et notamment sur le champ de la transition écologique et énergétique, donc avec un certain nombre de partenaires externes en capacité de faire ce diagnostic qui mettra en évidence les enjeux de transformation de l'entreprise qui vont pouvoir être soutenus par la suite par des programmes d'investissement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous avez des questions, vous me le direz. Et ce qui me semble aussi fondamental, c'est que finalement, chaque direction a un rythme de travail. Mais au-delà de ça, c'est que les enjeux environnementaux ne sont pas les mêmes en fonction des politiques. Bon, j'y reviendrai. Et les deux éléments que je voulais vraiment mettre en avant, c'est que ce travail de proposition de critères, d'éco-conditionnalité sont très impactants sur nos politiques régionales. Et vous vous doutez bien que on est en pleine phase en fait d'arbitrage politique, voilà, puisque cela peut, dans un certain nombre de cas, je veux dire, être, comment dire, perçus par les porteurs de projets comme étant des freins supplémentaires à la réalisation de leurs projets. Donc, il y a besoin de pédagogie et d'accompagnement de ces porteurs de projets. Et ce qui m'amène à dire effectivement qu'il y a ces risques potentiels de voir en fait la non-réalisation d'un certain nombre de projets qui répondent à des besoins sur les territoires. Et donc, comment est-ce qu'on se met en ordre de marche pour accompagner que ce soit les entreprises, comme je viens de l'indiquer, mais également les professionnels du tourisme, la profession agricole, etc. Les perspectives, en fait, pour 2 diapositives pour vous indiquer que on est dans un contexte mobilisateur et favorable, bien sûr, une volonté politique très forte, mais qui se traduit aujourd'hui par une mise en cohérence et une mise en convergence de l'ensemble des schémas qui sont en cours d'évolution, de révision, qu'il s'agisse du SRADET, du schéma régional de développement économique, du plan régional santé, de la stratégie tourisme. Bref, pour vous dire qu'il y a aujourd'hui vraiment ce souhait de traduire en fait tous ces enjeux dans chaque schéma régional, pour résumer un peu les choses, et ce qui va évidemment accélérer le rythme. Notre ambition, c'est bien de transformer l'ensemble des dispositifs régionaux d'ici juin 2024. Jusqu'à présent, ces démarches, elles s'inscrivaient dans une démarche, on va dire, sur la base du volontariat des différentes directions. Et là, il y a un objectif temporel qui a été fixé avec un certain nombre de jalons intermédiaires, mais pour bien systématiser maintenant ce travail qui a été engagé depuis 2021. L'analyse climat, je l'ai dit, elle va être systématisée, reconduite tous les ans. Les extensions méthodologiques aux enjeux biodiversité, je ne vais pas y revenir, et le plan d'accompagnement pour mobiliser l'expertise et la montée en compétences. C'est vraiment un élément crucial.
c'est que au-delà de la sensibilisation aux enjeux environnementaux, de la formation à l'outil analyse climat, la question, elle est vraiment aujourd'hui, c'est dans toute cette chaîne, on va dire, de construction de politique régionale et de sa mise en œuvre, il y a besoin effectivement de faire monter en compétence des collègues pour lesquels la matière environnementale n'est pas en fait le cœur de métier, de façon à ce qu'ils puissent comment dire, orienter en amont les porteurs de projets, les conseiller, ensuite analyser les projets et puis, entre guillemets, vérifier l'effectivité de l'intention qui a été annoncée. Dernière diapositive pour concrètement vous dire que ce qui nous semble aujourd'hui important, et ça vous concerne tous, effectivement, c'est bien de construire des argumentaires solides à l'attention des porteurs de projets pour expliciter le pourquoi de tels critères et sa traduction éventuellement dans des critères de sélection des projets. Tout ça, c'est un élément évidemment fondamental. Ce qu'on peut aussi relever, c'est par rapport au retour d'expérience qu'on a pu avoir des uns et des autres, c'est de construire des référentiels qui soient communs. Par exemple, en matière de performance énergétique, c'est un sujet qui concerne plusieurs politiques régionales, aussi bien lorsque la région soutient des bâtiments de recherche que lorsqu'elle soutient la création de salles de spectacle ou d'équipements sportifs. C'est de se dire jusqu'où est-ce qu'on met le curseur sur ces différents sujets et quelle ambition on se donne. Et là, il y a besoin effectivement de co-construire ensemble voilà, ce référentiel, y compris avec des critères, et ça c'est important aussi, qui sont aujourd'hui d'ores et déjà définis dans les fonds européens, notamment le fonds FEDER et la taxonomie européenne. L'enjeu de formation, je l'ai suffisamment dit, et il y a un plan de formation effectivement qui est en construction à partir de l'évaluation, enfin à partir de l'identification des besoins de compétences et en particulier les relais que vous êtes. C'est bien de s'appuyer aussi sur un certain nombre de relais, y compris dans cet enjeu de formation, à la fois donc les plans territoriaux de relance et de transition écologique, les plans climat territoriaux, les GAL Leaders, il y en a probablement d'autres, et tout en mobilisant notre expertise interne, parce qu'en fait, c'est pas nouveau, hein, mais cette transformation des politiques régionales mobilise les collègues, la direction des deux directions de l'environnement, on va dire. Et il y a besoin aujourd'hui d'organiser, de structurer et de dégager du temps pour que les collègues puissent effectivement venir en appui de la direction de la culture, la direction de la recherche, etc. L'accompagnement des porteurs de projets, donc effectivement pour pouvoir dès l'amont orienter un projet et pas finalement se dire ce projet ne répond pas à un certain nombre de critères, donc il n'est pas éligible. Ce n'est plus la manière dont on analyse les choses aujourd'hui, c'est bien de venir le plus en amont possible de manière à pouvoir effectivement orienter les choses. Et pour conclure, voilà, le partage évidemment des retours d'expérience entre directions, mais je pense d'une manière plus globale, c'est aussi intéressant de partager, notamment à travers ce webinaire, des démarches qui sont développées par les uns et par les autres. Voilà, merci. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On a encore peut-être le temps pour une ou deux questions. On va rester un peu dans le timing. Est-ce que certains auraient des questions sur cette démarche régionale du budget vert? On trouvait pertinent aussi de commencer par une démarche peut-être un peu chapeau, c'est-à-dire vraiment à une échelle plus large avant d'arriver à des témoignages de collectivités. Est-ce que certaines collectivités dans l'audience seraient intéressées pour en savoir plus sur un aspect qu'a présenté Laurence Gantzer? Alors j'ai coupé le micro de tout le monde, donc peut-être que si vous êtes en train de parler, Oui, il faut n'hésitez rallumer pas à le prendre la micro. parole, hein, Ouais. effectivement. J'ai vu qu'il y avait quelques demandes, des petits commentaires
sur un graphe qui n'était pas très lisible. Pour le reste, c'était surtout des échanges autour de l'envoi du PowerPoint. Donc, mais n'hésitez pas. Une petite question peut-être à court terme pour les collectivités qui nous écoutent de la région, quel va être un peu l'impact ou les potentielles prochaines étapes justement pour l'application de ce budget à leur échelle? Est-ce que ça les touche en quelque manière? Mais ça va les toucher, notamment à travers, en fait, l'évolution de nos dispositifs d'intervention, en matière de cohésion des territoires, hein, tout ce qui a trait, même si, je veux dire, il y a déjà un certain nombre de politiques qui intègrent ces enjeux, mais en matière, d'urbanisme durable, d'aménagement urbain, de, sur le bâtiment, dès lors qu'on situe, dans le cas de figure de création d'équipements. Donc, ces, évolutions, elles sont en cours d'arbitrage actuellement avec, on l'espère, des décisions politiques qui sont attendues, pour le mois de juin. Donc, la question, elle va effectivement comment est-ce qu'on on fait monter en compétences à la fois en interne et comment, on mobilise en fait, les EPCI, les structures intercommunales, voilà, qui vont être directement effectivement concernées. Donc ça va se traduire par de l'information, générale, mais également, par de l'accompagnement probablement, qui va, s'étoffer et se renforcer au fur et à mesure. Donc, en termes d'aménagement, concrètement, ça veut dire que, évidemment, par rapport aux enjeux d'évolution climatique, on sera, sur des aménagements, je veux dire, qui vont permettre, l'infiltration, pour être très pratique, hein, l'infiltration directe, de l'eau, des aménagements végétaux, enfin tout ce qui va permettre en tout cas, d'adapter ces aménagements aux évolutions déjà actuelles et futures, y compris en termes de création, d'îlots de fraîcheur, par exemple. Donc, voilà, la traduction, elle va se faire de cette façon-là. Alors c'est pas des sujets forcément nouveaux, hem, mais, avec, les propositions qui sont aujourd'hui sur la table, ce sont des propositions qui vont, permettre en tout cas, si on peut dire ainsi, un temps d'adaptation, pour effectivement, parvenir à un objectif qui soit, plus ambitieux et compatible avec les enjeux du SRADET. Donc c'est ça concrètement, c'est des évolutions, oui, dans le choix des projets, et probablement des projets qui vont plus, pouvoir être soutenus, mais qu'il faut qu'on puisse accompagner justement pour pouvoir les réorienter de manière, plus favorable. Merci beaucoup Laurence Ganser pour cette présentation et puis vos réponses. Alors, on va pouvoir du coup passer au premier témoignage donc de la ville de Bourg-en-Bresse avec, Anthony Ra. Hem, est-ce que ce dernier m'entend? Super, il a Fait. même déjà partagé Je son vous écran. entends très bien. C'est Antonin du coup, mais c'est pas très grave. Ah, parce que excusez-moi, je sais plus ce que j'ai dit. Pas de souci, Anthony, je crois. Ah pardon. Oui, du coup, donc la ville de Bourg-en-Bresse, c'est l'agglomération, de Grand Bourg et agglomération. Donc je représente mes collègues de l'agglomération également. En fait, on a une démarche mutualisée sur cette question de classification des budgets, puisqu'on a un directeur des finances, qui est mutualisé ville et agglomération, et donc je les excuse, ils n'étaient pas disponibles de leur côté pour assurer la présentation. Alors, simplement pour situer un peu peut-être, parce que tout le monde ne voit pas forcément où est Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, on a un petit peu à mi-chemin entre Genève et Lyon, sur un territoire, donc pour l'agglomération, à peu près 140 000 habitants, avec une fusion en 2017, comme, pour pas mal de collectivités territoriales, qui regroupe du coup quasiment 75 communes, et on a quasiment 180 millions d'euros en budget primitif 2021. Et pour la ville, 44 000 habitants, approximativement 80 millions, en budget primitif 2021. Alors pourquoi une telle démarche? En fait, la fonction financière est vue vraiment comme un outil au service du projet de territoire. C'est,
un projet et un outil parmi d'autres de la direction des finances. Donc on a notamment un pacte financier et fiscal de péréquation et de services aux communes, dont un soutien à l'emprunt communal, avec notamment des critères justement sur les conditions écologiques. On a la budgétisation environnementale complète, donc c'est le sujet d'aujourd'hui. Des politiques contractuelles et support du programme Leader, donc assez classique. Un budget participatif, notamment du côté de la ville, pour impliquer les habitants dans certaines décisions, et la mobilisation de l'outil fiscal vers l'objectif du zéro artificialisation nette, euh, qui concerne toutes les collectivités. Au départ, c'est une volonté du vice-président aux finances de l'agglomération par collectivité, hein, en France, à avoir mis en place une budgétisation environnementale. Ça a ensuite été relié du coup, a été partagé justement avec la ville, avec le maire adjoint aux finances pour se doter d'un outil de pilotage sur les stratégies de transition écologique. Et au fil des exercices, en fait, on s'est rendu compte que c'était à la fois un outil de pilotage et de suivi, mais que ça avait aussi d'autres objectifs finalement qui devenaient peut-être même parfois prioritaires, si on peut le dire comme ça. Finalement, donc faire en sorte que tous les agents se posent systématiquement la question du changement de pratique, s'outiller de manière partagée pour connaître les impacts environnementaux et s'assurer qu'on ait bien une culture commune entre tous les services et qu'on n'ait pas certains services qui se disent: «Bah tiens, cette solution, est mieux que celle-ci», et qu'un autre service, fasse un autre choix à son niveau, mais qu'on soit bien sur quelque chose qui soit le plus argumenté et le plus partagé possible. Créer des moments et des conditions pour éclairer la décision budgétaire par l'environnement. Donc en fait, le constat a été, que très souvent les choix budgétaires se font sur la base de forcément du volume d'investissement, du volume de fonctionnement. Il peut y avoir des tas de critères différents qui entrent en ligne de compte, mais finalement les impacts environnementaux étaient rarement les plus prégnants. Donc c'est aussi un moyen de les mettre un petit peu, au centre des arbitrages. Le moyen aussi de suivre la bonne réalisation des décisions, parce qu'entre le moment où l'arbitrage initial est réalisé et l'achèvement d'un projet, on peut parfois avoir pas mal de modifications au final, un projet s'avit. Et gérer une dynamique continue en posant l'évidence qu'un exercice budgétaire ne doit jamais être moins bénéfique pour l'environnement que le précédent. Donc il y a vraiment une logique, un petit peu comme dans une comptabilité carbone, pardon, du coup d'amélioration continue et de voir comment on peut progresser. On est sur des critères qui sont pas seulement sur, les émissions de gaz à effet de serre à notre niveau, donc on a choisi d'avoir, 8 critères, donc la diminution des consommations d'énergie et/ou réduire les émissions de gaz à effet de serre qu'on a mis ensemble. Augmenter la production d'énergie renouvelable, qui est un critère à part entière sur le territoire, préserver la biodiversité, réduire l'utilisation de l'eau, préserver la qualité de l'air extérieur et/ou intérieur, s'adapter aux dérèglements climatiques, développer l'économie circulaire ou de fonctionnalité et économiser du foncier naturel. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes répartitions, mais simplement pour vous donner un exemple, donc sur les budgets primitifs pour cette année 2023 à la ville et à l'agglomération. Une fois que la répartition est faite, on se rend compte qu'il y a, typiquement côté ville, une très grosse majorité qui est classée en fait en sans impact pour l'environnement, puisqu'on a toute une partie, notamment, ce qui est lié au salaire, hein, aux ressources humaines où du coup, c'est classé sans impact sur l'environnement, et ensuite la classification des autres dépenses du coup qui est réalisée avec, une partie des dépenses, qui restent encore à déterminer qui est pas négligeable puisqu'on progresse au fur et à mesure, des exercices, mais pour certains projets, pour ceux qui réalisent déjà l'exercice de la classification, vous le savez très bien, et pour les autres, vous allez le découvrir, mais on a des choses qui sont forcément plus compliquées à classer que d'autres.
On a des classifications, donc selon les catégories favorables pour l'environnement, réalise la transition écologique et atténuée. On réalise aussi des répartitions, selon les typologies, de politique publique. Donc ça permet de faire des retours aux collègues. Donc à chaque année, ces classifications sont présentées, en comité de direction. C'est vraiment des données qui sont partagées, au moins au niveau direction des 2 collectivités. Et on essaye, le plus possible d'avoir des retours, sur les temps, qui réunissent plus d'agents, d'avoir aussi, un petit peu des focus sur le sujet pour pouvoir présenter les résultats, puisque c'est quelque chose qui mobilise très largement, dans les services. Donc il y a aussi un enjeu à tenir informés les collègues qui interviennent sur le sujet. Au niveau de la chaîne budgétaire et comptable, on a vraiment une intégration totale du budgétaire dans nos logiciels financiers de notre côté. Donc les comptables sont vraiment, partie prenante et partie intégrante de ce sujet, tout au long de l'année budgétaire, et on a un vrai dialogue de gestion environnementale et en fait, on a un groupe de travail, mutualisé Villaglo avec les services, transition écologique, développement durable et les services, financiers pour, avancer sur le sujet. Donc avancer dans la classification de certaines dépenses, mais aussi identifier de nouvelles pistes de travail. Donc je vais revenir sur le sujet juste après. Simplement, pour exemple, dans les logiciels comptables, vous voyez que vous avez les codes analytiques. Donc, par exemple, ici, on on a quelque chose qui réalise la transition écologique. C'est vraiment une intégration dans les logiciels, comptables où, les dépenses dans le logiciel comptable sont affichées comme, dépenses, à atténuer, comme dépenses qui réalisent la transition écologique, et cetera, et cetera. Concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière un budget vert? Aujourd'hui, c'est avant tout un prétexte pour, encourager la réalisation de la transition écologique à notre niveau. Lors de la mise en place initiale, c'était aussi, un moyen de savoir où on en était, hein, d'avoir un petit peu de vision et de se rendre compte sur nos dépenses finalement quelle partie, avait un impact négatif et quelle partie avait un impact plutôt positif. Aujourd'hui, c'est plutôt un prétexte pour aller chercher un petit peu de nouveaux sujets puisque, on a d'autres outils, on a un bilan carbone qu'on met à jour, et cetera, mais qui permettent d'identifier, forcément heu, certaines pratiques à faire évoluer. Pour autant, il y a toujours des angles morts, peu importe l'outil qu'on utilise, et donc ça nous permet d'avoir un outil supplémentaire, qui balaye forcément le champ de l'ensemble des politiques publiques, l'ensemble des dépenses, et du coup qui donne une vision qui est vraiment générale, là où peut-être une vision, analyse carbone classique, se concentre déjà forcément sur les émissions carbone, et on a tendance souvent un peu à se concentrer aussi après sur les grandes masses d'émissions. Là, ça nous permet aussi d'identifier des sujets un petit peu différents. Et sur la partie droite de la diapo, vous voyez, la distinction entre ce qu'on peut appeler une utilisation diagnostique et une utilisation interactive. Donc en fait, l'année dernière, on a été accompagné par un groupe de chercheurs qui étaient, intéressés par le sujet de la classification, environnementale des budgets des collectivités, et qui nous a aidés à progresser un peu aussi dans notre utilisation et dans notre vision de l'outil. Et en fait, il nous indiquait qu'il pouvait y avoir, 2 types d'utilisation différentes. Donc l'utilisation diagnostique, où on est plutôt sur, poser un constat, puis, fixer des objectifs précis à atteindre. Donc des objectifs contraignants, pour les managers, typiquement avoir, pour, tel service ou telle direction, un quart de son budget, qui est en favorable, ou, il partait de 10 en dépenses défavorables pour l'environnement, d'ici 2 ans, passer à 5, des choses comme ça. Donc la condition, c'était d'avoir une méthodologie de ventilation, très rigoureuse, avec une classification qui soit vraiment rigoureuse et indiscutable. Tel type de dépense, on sait que c'est bon pour l'environnement, tel type de dépense, on sait que c'est pas bon pour l'environnement, avec un risque de conflictualité de la démarche, puisqu'on fixe des objectifs qui forcément vont être contraignants, et qui ne seront pas forcément, discutés avec les services qui vont devoir les mettre en œuvre. Et l'autre type d'utilisation, qui est l'utilisation interactive, donc avec un principe qui est plutôt de réfléchir, collectivement, notamment, du coup avec les services gestionnaires, qui vont dépenser les crédits, discuter avec eux de leurs dépenses actuelles, de leurs dépenses à venir,
quel est l'impact sur l'environnement et également en discuter avec eux et voir quelles sont les pistes d'amélioration, mais sans forcément fixer des objectifs qui soient contraignants. Donc par contre, la condition, c'est de créer des espaces de réflexion collectifs qui soient efficaces, forcément. Il faut qu'on ait des temps d'échange vraiment avec les personnes et avec le risque, puisqu'il n'y a pas forcément d'objectifs contraignants, d'avoir un petit peu d'inefficacité de la démarche et de ne pas forcément réussir à aller jusqu'au bout. De notre côté, nous, on est clairement plutôt sur une utilisation interactive. Alors après, c'est forcément un petit peu 2 extrêmes, hein. On peut être un peu entre les 2, mais avec le risque aussi de se perdre un petit peu si on reste entre les 2. Heu, pour notre part, donc oui, comme je le disais, on est vraiment sur une utilisation interactive. Donc l'idée, c'est pas de fixer des objectifs, individuels ou par service ou par direction, mais bien d'avoir des espaces de discussion et en fait, c'est vraiment la plus grosse plus-value qu'on voit. Moi, je suis pas du service financier, hein, du coup, je suis, chargé de mission de transition écologique. Il y a forcément des sujets, que j'ai en tête et que j'identifie, sans forcément passer par cet outil. Mais, mais en fait, sur la transition écologique, on doit faire du transversal avec tous les services. Il y a des choses qu'on voit forcément et qui coulent un petit peu de source, on va dire. Et à l'inverse, il y a des sujets qui sont un peu dans les angles morts, qu'on n'aurait pas forcément identifiés. Et vraiment, cette utilisation interactive et la classification de l'ensemble des crédits permet d'être pas loin de l'exhaustivité, je pense, sur les questions qu'on se pose. Bon, il y a toujours des choses qui passent pas par le budget forcément, mais ça permet vraiment d'avoir identifié de nouveaux sujets, y compris, des sujets à traiter de manière un petit peu transversale entre plusieurs services qui sont potentiellement concernés par les mêmes problématiques et qui aujourd'hui, en fait, en discutaient pas du tout entre elles. Simplement pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, donc on a mis en place un tableau général de classification. Donc c'est le groupe de travail, mutualisé Villaglo avec les services, transition écologique et les services des finances qui ont travaillé là-dessus. Avec des grands thèmes de dépenses, donc des catégories, typiquement, achat de véhicules, avec des sous-thèmes et ensuite la classification du coup qui est proposée et du coup qui est appliquée par l'ensemble des services. Donc ça permet d'aider les services puisque c'est les services, c'est bien les services, gestionnaires, donc ceux qui réalisent les dépenses, qui doivent faire leur classification, de chacune de leurs lignes de crédit. Pour autant, tous les services sont évidemment pas des experts, des impacts environnementaux et peuvent parfois se questionner sur, tiens, telle dépense, est-ce que c'est, finalement, est-ce que l'impact est fort? Est-ce que l'impact est faible? Donc du coup, on a une trame qui donne déjà une première porte d'entrée. Elle est forcément pas exhaustive, toutes les dépenses peuvent pas être classifiées d'avance, on va dire, mais du coup qui donne déjà, voilà, une première orientation sur ce qui a atténué, ce qui est favorable, ou écologie typiquement. Aujourd'hui, si on fait un petit peu un bilan de là où on en est et de ce qu'on constate aussi comme faiblesse d'utilisation de l'outil, donc sur les objectifs qu'on a atteints, on se rend compte que ça a permis que des services qui ne se sentaient pas forcément concernés par le côté transition écologique, finalement réfléchissent à leur impact et se rendent compte qu'ils ont des impacts également. Ça a permis de prouver l'ampleur des moyens qui étaient dédiés à la transition écologique et qu'on partait pas de rien non plus, heureusement. Ça permet de piloter l'évolution et l'exécution générale de ces moyens. L'étape d'après, alors en lien avec le budget vert, mais du coup, on est en train de réfléchir et de structurer de la mise en place, d'une planification écologique qu'on n'avait pas jusqu'à là. Donc on avait, des différents indicateurs, hein, mais pas de réelle planification. Donc aujourd'hui, on en arrive à ça grâce au budget vert. Ça a permis de créer beaucoup de liens entre les agents qui bossent sur la transition écologique et les services, et d'identifier des sujets. Donc en fait, on est vraiment identifié comme la porte d'entrée de tous les services sur les questions de classification. Comment, tiens, j'ai telle dépense, je ne sais pas comment la classer, j'envoie un mail ou je passe un coup de fil, aux agents qui bossent sur la transition écologique pour les questionner. Donc ça nous permet, nous, d'identifier des sujets nouveaux et d'échanger sur des sujets, où les services ne seraient jamais venus nous chercher, en dehors de cet exercice-là. C'est intégré au logiciel financier et aux outils d'arbitrage, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, qui est réalisé et du coup qui est pratiqué, au quotidien par les services financiers.
Et par contre, on se rend compte qu'il y a encore des manques et des marges de manœuvre. Donc typiquement, la classification des dépenses qui changent ne sont pas forcément réinterrogées systématiquement par certains services. Sur les dépenses, on va dire un petit peu récurrentes, la solution de facilité forcément, c'est un gros exercice, hein, de tout ventiler. Donc, quand on a des dépenses récurrentes qui sont un peu reprises d'année en année, on se rend compte que certains services ont tendance à nous reproposer la même, ventilation de classification, ce qui est assez logique, mais sauf que dans les faits, c'est pas toujours les mêmes projets et pas toujours les mêmes dépenses qui sont prévues ou qui vont être réalisées. Donc il y a quand même un vrai souci de suivi, annuel et quotidien de la thématique pour s'assurer qu'on n'ait pas un petit peu un lâcher prise finalement des services. On a certains projets qui sont vraiment complexes, et qui sont encore difficiles à classer. Donc quand on a des lignes de crédit avec un petit peu de détails, c'est assez simple. Quand on a des gros projets d'investissement, aujourd'hui typiquement sur des projets de construction ou de réhabilitation, toute la partie rénovation thermique, d'installation d'équipements d'énergie renouvelable, des choses comme ça du coup est classé favorablement forcément. Par contre, on a d'autres critères, d'autres grandes masses qui sont un petit peu difficiles à classer et on a engagé justement un travail de réflexion dans notre tableau, de pré-classification que j'ai montré juste avant, pour essayer d'avoir un petit peu des grandes masses qui puissent déjà être fléchées. Donc, typiquement, si un projet de construction, est réalisé sur un terrain qui est soit un une friche, une réhabilitation de sol pollué, des choses comme ça, du coup avoir un bonus sur le bilan, enfin sur le prix d'achat du terrain ou en tout cas sur sa valorisation et à l'inverse, si on est sur de l'artificialisation de sol naturel, du coup avoir plutôt, bah, une partie à atténuer et en fait, aujourd'hui, si on achète le terrain pour le projet, bah, du coup, on a une dépense financière et donc c'est classé. Par contre, si c'est un terrain qu'on a déjà, bah, finalement, on n'avait pas de dépenses financières par rapport à ce foncier-là, par rapport à l'acquisition puisqu'il était déjà dans notre patrimoine et du coup, c'est pas quelque chose qui apparaissait. Donc aujourd'hui, on va on essaye de tendre vers le plus d'exhaustivité possible et d'être le plus que notre classification soit le plus juste par rapport aux impacts réels, mais du coup, ça demande quand même pas mal de boulot pour ces projets complexes et voir comment on arrive un petit peu à hiérarchiser les différents impacts et quels critères on prend en compte, lesquels on ne prend pas en compte et jusqu'à quel point. La classification des investissements se fait pas toujours au bon moment aussi pour influer sur les arbitrages. Logiquement, les classifications sont faites avant les tours de table budgétaires pour pouvoir être présentées en même temps que les tours de table budgétaires et pour pouvoir, être, que cette classification soit prise en compte dans les arbitrages. Donc ça, c'est vrai, bah, notamment pour le fonctionnement et les dépenses un petit peu récurrentes. Par contre, pour certains types d'investissements, bah, notamment ce qui est dans la PPI, hein, dans notre PPI, finalement les classifications se font après que la PPI soit validée. Donc du coup, les arbitrages sont déjà passés. Donc là, c'était un peu dommage, donc c'est pareil, on est en train de voir pour, comment on peut le faire un petit peu différemment. Sur les tours de table budgétaires, vous connaissez ça très bien, mais le calendrier, enfin le créneau est souvent un petit peu court, il y a beaucoup de choses à discuter, donc finalement, même dans les cas où la classification a été faite, avant les tours de table budgétaires, il est des fois un peu difficile de rentrer dans le détail, et d'aller sur ce champ-là. Donc aujourd'hui, la classification en grosse majorité est faite avant les tours de table budgétaires et du coup est accessible à ce moment-là et est affichée. Pour autant, on remarque que le gros des discussions forcément des tours de table budgétaires le prend encore assez peu en compte. Donc on a encore un levier là-dessus pour essayer que ce soit un argument, supplémentaire qui soit vraiment pris en compte, dans les arbitrages financiers. Les gestionnaires de crédit ne sont pas suffisamment sensibilisés au fait que l'exécution des crédits influe sur le budget vert en compte administratif. Donc en fait, on fait pas la classification une fois que les budgets sont réalisés, on les fait bien sur le budget primitif, hein, donc avant les tours de table
Et derrière, les gestionnaires de crédit, les services qui dépensent les fonds, doivent mettre à jour leur budgétaire, leur budget vert selon forcément ce qui a réellement été réalisé. Et donc on observe normalement forcément des différences entre le budget primitif et le budget, ce qui est forcément le prévisionnel et finalement ce qui est réalisé en fin d'année, puisqu'il y a des projets qui peuvent évoluer en cours de route. Et aujourd'hui, on se rend compte que certains, ça dépend un petit peu des services forcément, mais pour certains, bon, une fois que la classification elle a été faite au moment de la demande budgétaire, on a tendance à pas trop y revenir. Et pour autant, les services financiers derrière font forcément, suivent tout ça et font évoluer la classification. Donc on a des fois des services qui se qui se questionnent un petit peu sur, «J'avais pas classé ça comme ça au début, et finalement en fin d'année, ça ressemble pas à ce que j'avais classé au départ», mais parce que les projets ont pas toujours été les mêmes. Et enfin, un des gros biais qui est identifié aussi, à ce jour-là, c'est la sobriété, forcément puisqu'on comptabilise et classe les dépenses. Tout ce qui est non dépenses n'est pas classifié et on peut même avoir, un effet un petit peu pervers dans certains cas. Typiquement, sur tout ce qui est, fourniture, d'énergie, à partir de sources renouvelables, qui est classé en favorable à l'environnement, voire en transition écologique dans certains cas. Typiquement, on a des contrats, avec Enercop, pour une partie de notre fourniture, d'électricité, donc qui est classée en transition écologique et des contrats, électricité verte pour les autres bâtiments, du coup, qui sont classés en favorable. Et en fait, plus on dépense, d'électricité, plus on a des dépenses, bien classées et plus on a un gros pourcentage sur notre classification budget vert à la fin. Donc il y a un biais qui peut être un petit peu pervers, ce qui nous fait aussi, dire que le côté, objectif, vraiment chiffré et l'utilisation, très stricte et probablement pas ce vers quoi il faut chercher à tendre, parce que ça peut avoir un petit peu des effets pervers, on a la même problématique, sur tout ce qui est chaufferie bois et cetera, où en fait si on a des chaudières, gaz, c'est forcément atténué. Par contre, quand on est sur le réseau de chaleur, urbain avec, du chauffage, avec une chaufferie bois, du coup, on est sur du favorable à l'environnement ou de l'ATE, je sais même plus, et en fait, plus on consomme, de chauffage en théorie, plus notre budget est bien classé. Pour ouvrir un petit peu le champ avant de répondre aux éventuelles questions, les collègues des finances, du coup, sont vraiment devenus des vrais alliés sur la transition écologique et sont vraiment partie prenante du sujet. Aujourd'hui, ils travaillent aussi sur d'autres aspects, hein, pour améliorer, l'empreinte carbone de leur direction à eux. Et l'un des gros projets qui a été mis en place ces dernières années, c'est les emprunts. Donc en fait, aujourd'hui, sur les emprunts qui sont réalisés à la fois par la ville de Bourg et par l'agglomération de Bourg-en-Bresse, on n'est plus seulement sur des critères financiers, lors des échanges avec les banques, mais en fait, on a une, notification, heu je crois que je l'avais noté, mais peut-être pas. On a une notification qui est à 50-50 entre les conditions financières qui sont proposées par les banques pour l'emprunt et les pratiques de la banque, en fait. Est-ce qu'elle continue à financer, des projets, de recherche et d'exploitation, d'énergie fossile typiquement ou pas? Et donc il y a un questionnaire qui est envoyé aux banques pour les questionner sur leurs pratiques au niveau international, sur les sujets environnementaux et sur ce qu'elles financent comme projet ou pas. Est-ce qu'elles sont impliquées, dans des projets de décarbonation? Est-ce qu'elles sont impliquées dans des projets de financement, d'exploitation de l'énergie fossile et cetera? Et si, du coup, c'était noté 50-50, j'avais un doute. Et du coup, on a vraiment ça qui a été mis en place et qui nous a valu un trophée Ecoaction 2023, sur, enfin, voilà, de manière assez récente. Et derrière, donc les collègues des finances comparent les réponses des banques avec, forcément ce qu'on peut retrouver un petit peu comme étude et comme analyse qui est faite, par les ONG. On a des banques qui jouent
qui jouent vraiment la transparence. On en a d'autres qui cherchent un peu plus à filouter, mais du coup, on a les données des ONG qui nous permettent de vérifier un petit peu si elles sont vraiment transparentes ou pas. Et on a enfin voilà, je pense qu'il y a un vrai levier aussi à ce niveau-là pour les services finances, en exemple parmi d'autres. Et c'est bon pour moi, je ne sais pas si vous aviez des questions sur certaines parties en particulier ou? Il y a des questions dans le chat. Je ne sais pas si les personnes veulent les poser en direct ou si on les reprend. Alors, moi, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour, Paul Macheret, je suis responsable du pilotage financier à la ville, à l'Eurométropole de Strasbourg, donc aussi l'administration mutualisée. Et je me posais la question, donc vous précisez que vous travaillez pour la mission transition écologique, c'est bien ça? Oui. Et je me posais la question de comment vous travaillez justement avec les services financiers. Voilà, quelle est la relation de travail? Comment ça se passe en fait? On a un groupe de travail du coup qui reprend, donc moi côté ville, sur la transition écologique, les collègues, transition écologique aussi côté agglo et du coup le directeur mutualisé ville agglo, plus également d'autres personnes du service finance. Donc en fait, on a un groupe de travail où on doit être 7-8, quelque chose comme ça, au final, puisque c'est mutualisé, et on se réunit, quasiment une fois par mois du coup pour travailler sur le sujet en fait, hein. À la fois sur le volet tableau que j'ai présenté avec la grille de classification un petit peu qui est proposée au service, mais aussi sur des pistes d'amélioration, un petit peu en continu. Et après ça se passe aussi avec en fait avec les pôles comptables, au quotidien, au moment des classifications où en fait, les pôles comptables, quand leur service gestionnaire leur propose la classification, forcément, eux, ils doivent rentrer tout ça dans leur logiciel financier, donc ils regardent le détail et des fois, il nous faut remonter aussi des choses, donc voilà, ils nous contactent en direct pour nous dire: «Bah, tiens, là, il y a quelque chose qui me semble pas très logique, ça, il me semble que ça se classait pas comme ça» ou alors, «Là, je me pose des questions, ils ont mis ça comme ça, mais pour moi, ça représente des dépenses d'énergie, est-ce que c'est logique?» Enfin, on a vraiment, du coup, un travail qui est assez fin avec les services financiers et qui permet une vraie coopération, entre la transition écologique et les finances, ouais. Ok, merci beaucoup. Bon. Il y a également une question d'Isabelle Cornet, si celle-ci veut la poser à haute voix. Oui, Je je veux peux. bien, bonjour. Effectivement, voilà, ça me paraît intéressant comme piste de réflexion dans le cadre de l'élaboration des stratégies et actions du PCAET. Maintenant, je voudrais savoir, comme c'est quelque chose qui est très novateur, comment les bureaux d'études qui nous accompagnent dans cette mission d'élaboration des stratégies et actions du PCAET et les services internes des EPCI peuvent-ils porter justement cette nouvelle voie du budget vert? Voilà, parce que à ce jour, je ne suis pas sûre que tout le monde soit encore formé et alors que le sujet me paraît primordial justement pour la définition des stratégies et actions de PCAET. Voilà, ça permet effectivement d'intégrer, comme le signale notre interlocuteur de Bourg-en-Bresse, ça permet d'intégrer effectivement des services qui n'auraient pas été fléchés au départ comme acteurs dans les missions de transition. Voilà, donc la question de l'accompagnement me paraît essentielle et là-dessus, je vais me retourner vers la région. Oui, oui, je pense que dans certains cas, un accompagnement initial peut être intéressant. Après, le piège qui peut peut-être y avoir aussi, je vais donner un exemple sans les citer, parce que c'est toujours un peu gênant, mais localement, on a une collectivité territoriale qui a réalisé, pour la première fois son budget vert et où en fait, ils ont enfin une classification équivalente et en fait, pour le coup, c'est un bureau d'études qui est venu réaliser une classification en analysant les dépenses et il n'y a Mhm. aucune mobilisation des services sur le sujet.
Donc en termes de questionnement justement et de pistes de progression, de mon point de vue, alors après ça reste un bon point de vue, mais je pense qu'il y aura vraiment quelque chose. Pour le coup, ça comme une comptabilité carbone, on peut faire un bilan carbone, ça donne, une vision et c'est toujours intéressant. Là, la grosse plus-value qu'il y a sur l'outil et sur l'utilisation qu'on en fait, pour ma part, c'est vraiment la mobilisation, transversale, de l'ensemble des services et Oui. de tout le monde, quoi. Oui. Et pour pouvoir en arriver là, il faut quand même qu'il y ait un portage politique et une vraie volonté de faire parce que ça prend du temps, hein, on va pas se mentir, aussi bien pour les finances, mais même pour les services, Mmh. gestionnaire de crédit, donc l'ensemble des services quasiment, bah, notamment la première année quand ils doivent classer, l'ensemble de leurs lignes de dépenses, ça les occupe un petit moment quand même, hein. Même en les accompagnant, c'est quand même assez lourd, quoi. J'imagine bien. Mmh. Et il Il y a y a une également autre une question question. justement sur les formations. Moi, j'avais regardé, je pense que l'INET ou le CNFPT font des formations, mais en l'occurrence, elles vous étaient posées à vous directement. Est-ce que vous Très aviez bonne fait une question. formation en interne au fur et à mesure de la démarche? Je n'ai peut-être pas bien saisi. Alors moi, j'ai pas été formé sur le sujet spécifiquement. Après, je suis arrivé il y a 1 an et demi, donc la démarche avait déjà été initiée, un petit peu avant. Bon, ça restait quand même assez nouveau, mais pour moi, il y a pas eu de formation très transversale, mais par contre, bon, nous la 1re classification, c'est 2019, hein, donc je crois qu'on est un des premiers en France à l'avoir fait, donc Il je n'y avait suis pas de pas sûr que formation. les formes ouais, je suis pas sûr qu'elles existaient à ce moment-là forcément, mais par contre, on s'est beaucoup inspiré de ce que fait, I4CE, hein, dont vous avez parlé tout à l'heure, et y compris justement pour se simplifier la vie sur les classifications au départ, ils ont des guides de classification avec des choses qui sont déjà classées aussi, qui vont très bien, en première approche. Au bout d'un moment, c'est intéressant de pouvoir creuser un peu plus il y a des choses forcément qui rentrent pas dedans ou alors on se dit: «Bah tiens, finalement ça, on le mettrait un peu différemment», mais en première approche, ça va très bien, quoi. Merci. C'est bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir passer à l'autre témoignage. Plus personne? Alors c'est intéressant parce que je pense que ça va aussi, très bien illustrer, l'utilisation interactive qu'on peut faire du budget vert, à l'inverse d'une utilisation purement diagnostique. Donc je vais laisser, Aurélie Leraubourg, donc directrice de la mission accélération des transitions, à la ville de Pessac, nous parler du budget durable de la ville et de comment ils ont pu aussi intégrer les ODD. D'ailleurs, ça pourrait peut-être être une réponse commune à vous 2 à la fin sur, comment vous faites pour arbitrer aussi entre les parce que j'ai vu qu'à Bourg-en-Bresse aussi, il y avait pas mal de critères différents, vous disiez avoir, investi la biodiversité et cetera. Ça pourrait être intéressant après d'avoir une question commune sur comment vous arbitrez en fait entre ces différents critères de nature différente. Mais je laisse la parole à Aurélie Leraubourg. Ok, hop là. Alors, bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous voyez mon écran comme il faut ou Alors il faudrait le mettre en ouais, affichage lecture, ouais. hop. Est-ce que c'est bon? Parfait. Très bien. Alors, donc, pour la ville de Pessac, donc, il y a énormément de choses qui ont été déjà abordées. Alors, Pessac, donc, ville de 67 000 habitants au sein de la métropole de Bordeaux. Donc, on est vraiment limitrophe à Bordeaux, donc un territoire très urbanisé. Et le choix de s'orienter vers un budget durable, un budget vert au départ et budget durable date vraiment de l'élection en fait de la municipalité en 2020. Et à cette époque-là, on n'avait pas forcément connaissance de l'exemple de Bourg-en-Bresse, donc on s'est aussi nous lancer dans une démarche exploratoire à partir d'une commande politique qui était très simple, hein, et qui, pour le coup, il y a un questionnement récurrent de nos élus aujourd'hui, c'est comment on peut rendre compte de la dimension écologique des projets du mandat et comment on pourrait mesurer l'impact de chaque euro dépensé par la collectivité au titre de la transition écologique. Entendu comme
sous tous ces aspects, à la fois les enjeux environnementaux, mais aussi les enjeux sociaux, puisque ça, c'était vraiment une volonté très forte en fait de la ville de Pessac à ce moment-là. Dès 2020, le choix a été fait d'évaluer en priorité le PPI qui devait être présenté en mars 2021, donc avec une démarche qu'on a appelée Green PPI, puis après on a beaucoup changé de nom à Pessac, donc on appelait ça comme ça à l'époque. Et l'objectif étant d'obtenir une lisibilité de l'impact environnemental et social des choix d'investissement de la ville, l'identification des dépenses d'investissement qui auraient un impact positif, en tout cas le plus positif possible, et d'évaluer au cours du temps les effets de ces investissements. Et puis, un enjeu, on l'a évoqué au travers des différents témoignages ce matin, d'embarquer l'ensemble des champs de politique publique et donc l'ensemble des élus et l'ensemble des équipes au travers de cet exercice. Alors, très rapidement, le plan pluriannuel d'investissement à Pessac, c'est 7 thématiques, 130 millions d'opérations identifiées et chiffrées, avec une cible de 100 millions de dépenses d'équipement sur le mandat, donc des très gros projets, création d'une nouvelle piscine, d'un énorme groupe scolaire de 15 classes, et puis d'une maison de la musique et des arts, donc pour les projets majeurs. Et après, un très fort enjeu de rénovation du parc bâtimentaire existant qui est relativement vétuste et qui nécessite vraiment une intervention massive sur ce mandat. La problématique que nous avions, c'était de pouvoir répondre à cette commande des élus, de couvrir vraiment l'ensemble des champs de politique publique pour avoir une vision à 360 degrés des impacts des investissements, mais aussi, on le verra plus tard, des dépenses de fonctionnement. Et à cette époque-là, la méthode I4CE qui était la plus communément utilisée par les collectivités qui s'étaient lancées dans l'aventure ne nous paraissait pas suffisante pour pouvoir intégrer l'ensemble des enjeux, en particulier socio-économiques de la transition écologique. On s'est tourné vers différentes collectivités et aussi, donc je salue d'ailleurs les collègues de l'Eurométropole de Strasbourg, puisqu'ils ont été sollicités à cette époque pour savoir un petit peu comment ils avaient géré ces aspects-là. Et puis on s'est rapproché aussi de l'AFNOR qui nous a orientés vers les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui sont les 17 objectifs qui sont également poursuivis au travers de l'évaluation de l'agenda France 2030 et qui représentent en fait un cadre de référence universel permettant d'embrasser l'ensemble des dimensions de la transition écologique et solidaire et qui correspondait finalement très bien au cas de finalité de l'agenda des solutions durables de Pessac. Je vais y revenir. Pour le coup, l'usage en fait de ces ODD est vraiment, par rapport à ce qui vous a été présenté ce matin, peut-être l'apport théorique et méthodologique de la ville de Pessac, parce qu'on a vraiment cherché à créer notre propre référentiel d'évaluation budget vert, budget durable au travers de ces 17 objectifs de développement durable. Et donc, avec l'AFNOR, qui nous a quand même très largement soutenus dans cette création méthodologique, on a cherché à créer notre propre référentiel qui va être repris. Donc ça, je vais y revenir. Donc ça, c'était très rapidement pour vous présenter les 4 finalités de l'agenda des solutions durables. Mieux vivre la ville ensemble, nature et biodiversité, mode de production et consommation responsable et climat, auquel on a raccroché finalement, alors là, pour un travail pédagogique et de clarification, les objectifs de développement durable, avec à chaque fois, vous le voyez, l'ODD 17 qui correspond au partenariat, donc tout le volet participation citoyenne et co-construction des politiques publiques et qui permettent en fait d'avoir cet objectif poursuivi au titre des 4 finalités de l'agenda des solutions durables.
Alors très concrètement, à Pessac, le budget durable, c'est une démarche d'amélioration continue. On a commencé en 2021 avec l'analyse du PPI, puis en 2022, on a étendu la démarche à une partie du budget de fonctionnement, uniquement le chapitre 11, en mode de test, pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner et si on pouvait aller plus loin sur cet exercice-là. Avec l'objectif pour chacun des centres de responsabilité de la ville, donc chacun des budgets en fait des directions, le choix de réaliser l'analyse au niveau de la tranche comptable. Donc on est descendu relativement bas dans l'évaluation pour pouvoir avoir des résultats qui soient les plus honnêtes possibles et couvrir l'intégralité de nos champs de politique publique. En 2022, on a continué à confier à l'AFNOR l'analyse du plan pluriannuel d'investissement, puisque c'était une actualisation. Ils avaient déjà fait le travail en 2021, donc pour pouvoir nous consacrer en interne à cette expérimentation sur le budget de fonctionnement. En 2023, on a franchi une nouvelle étape. On a intégré à l'analyse l'ensemble des chapitres du budget, donc la totalité de la masse salariale, les subventions, les investissements et l'attribution de compensation qui est versée donc à Bordeaux Métropole au titre des services mutualisés et qui représente quand même 10 millions d'euros par an pour la ville de Pessac. On a cherché aussi à mieux identifier toute une série d'indicateurs pour préciser la contribution des politiques publiques au titre des ODD. Donc tout ça, je vais y revenir de manière un peu plus précise. Et puis, on a continué à se faire accompagner par l'AFNOR, car les élus souhaitent impérativement qu'un organisme extérieur puisse venir en quelque sorte certifier la méthode et nos indicateurs pour une meilleure neutralité en fait dans les résultats qui sont présentés et ne pas être accusé d'un auto-satisfait ou au contraire en fait d'être peut-être trop négatif dans les résultats qui sont présentés, puisque ces exercices finalement de comptabilité verte sont quand même très peu connus à la fois des élus mais aussi du grand public. Donc on a vraiment un effort de pédagogie à faire et le fait d'être certifié par un organisme extérieur permet quand même d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure lisibilité peut-être des résultats. Alors, très concrètement, voilà comment ça s'est passé. Donc, on a d'abord élaboré toute une phase préparatoire en 2022 et très renforcée en 2023 d'un guide méthodologique à destination de l'ensemble des directions. Car à la différence de certaines collectivités, à Pessac, on a vraiment souhaité que les directions fassent elles-mêmes l'analyse de leur contribution au titre des objectifs de développement durable. Et ce n'est pas ni la direction générale, ni la mission accélération des transitions, ni la DAF qui a réalisé l'exercice d'évaluation. Ce sont vraiment chacune des directions. Tout à l'heure, on parlait de l'enjeu de formation et de sensibilisation. Donc, je rejoins à la fois Antonin sur le fait que c'est vraiment un exercice continu de sensibiliser, d'aller voir les directions, de répondre à leurs questionnements. Mais à Pessac, on a aussi choisi d'organiser une grande journée de formation le 6 octobre 2022 à destination des élus, directeurs et chefs de service, y compris les directeurs et chefs de service de Bordeaux Métropole qui sont services communs pour la ville de Pessac, pour pouvoir acculturer la totalité des personnes concernées aux ODD et à ces démarches en fait de budget durable. Et on avait confié cette formation au comité 21, qui est l'organe qui suit la déclinaison des objectifs de développement durable pour la France, et on pourra en reparler si vous le souhaitez. Donc, grosse phase d'acculturation avec la création d'un guide méthodologique, la création d'un centre de ressources numériques, un SharePoint, pour pouvoir centraliser les infos et rendre chacune des directions les plus autonomes possibles.
Deuxième phase, hein, il a fallu recomposer les budgets et intégrer en fait la masse salariale. Donc, gros travail avec la DRH pour pouvoir affecter la masse salariale à chaque politique publique pour pouvoir vraiment mesurer l'impact de chaque centre de responsabilité, mais y compris avec les agents, puisqu'en fait, une politique publique, ce sont des actions, mais c'est aussi les agents qui la font vivre au quotidien. Et donc, on a beaucoup retravaillé les tranches comptables, notamment si elles n'étaient pas pertinentes au regard de l'exercice d'évaluation. Donc, un travail préalable assez important, mais qui porte ses fruits, puisqu'une fois qu'il est fait, eh bien, tous les ans, on va réutiliser en fait cette même grille de lecture. Donc, l'investissement de départ est peut-être important, mais une fois qu'il est fait pour, pour toujours. Alors ensuite, très concrètement, chaque direction analyse chaque ligne comptable avec un questionnement. Quelles sont les activités qui composent en fait ma tranche comptable? Quels champs de politique sont concernés? Et à quels ODD correspondent ces activités, ces projets ou ces politiques publiques? Une fois qu'on a repéré les ODD auxquels on contribue, donc puisqu'il y en a 17, eh bien, donc il y a 17 ODD et à l'intérieur, au total, pour les 17, 169 cibles. Donc, chaque ODD est, on va dire, détaillé, parce que je ne sais pas si tout le monde est très acculturé sur les ODD. Chaque objectif de développement durable de l'ONU regroupe 5, 6, parfois un peu plus, cibles qui viennent traduire un petit peu plus précisément ce que signifie chaque ODD. Quand vous avez l'ODD pas de pauvreté, par exemple, évidemment, c'est un objectif très large et donc l'ONU a souhaité venir préciser par le biais de cibles comment les pays devaient s'organiser pour atteindre cet objectif très large. Au niveau d'une ville et au niveau d'un pays, il est nécessaire parfois de retraduire cette cible parce qu'évidemment, éliminer la faim dans le monde, une ville peut y contribuer, mais vraiment de manière très lointaine. Par contre, on met tous les jours en place un service de restauration avec des tarifications sociales qui rendent très accessible ce service public. Donc, toujours pour prendre en exemple cet objectif de zéro faim dans le monde, évidemment, on y contribue. Donc, on vient réfléchir à comment on contribue à cette cible et comment cette politique publique peut remplir cet objectif. Pour chaque cible, on attribue une cotation par point sur une base de 0 à 3, si la cible est concernée par la politique publique qui fait l'objet de l'évaluation. Donc, on se cote à 0 si la cible, elle est concernée, mais par le biais d'une contribution négative. On se cote à 1 si la cible est concernée, mais qu'elle n'est pas abordée à ce jour par la politique publique ou alors de manière très restrictive. Par exemple, on applique juste la réglementation, ce qui est déjà bien, mais enfin, ce n'est parfois pas suffisant au titre de la transition écologique. On s'attribue une cotation de 2 si cette cible elle est concernée, partiellement abordée à ce jour dans la politique publique, et 3 si elle est concernée, complètement abordée à ce jour de manière systématique et volontariste dans les politiques publiques ou les projets que nous menons. Je reviens une seconde sur les contributions négatives en prenant un exemple. Quand une ville déploie un service de restauration un service de portage des repas, à domicile pour des personnes âgées, sur le plan de la solidarité, sur le plan du lien social, sur le plan de la cohésion. La politique publique est excellente, il y a aucun souci. Par contre, si cette livraison est effectuée par un véhicule thermique, au titre de l'ODD climat, on n'aura pas forcément une contribution positive. Donc, pour une même action, on va pouvoir noter les différents ODD auxquels l'action, la politique publique contribue, avec des cotations qui seront différentes. Pour l'ODD climat, comme je viens faire cette distribution de portage à domicile avec des véhicules thermiques, eh bien, je mets 0. Et pour l'ODD vaincre la faim et solidarité, eh bien, je peux mettre 2 ou 3 en fonction du champ de politique publique. Donc, voilà comment se réalise cette cotation par point.
Très concrètement, voilà comment ça se passe. En fait, on a donc un tableau assez énorme puisque chaque ODD avec les cibles correspondantes sont indiquées donc, dans les premières colonnes. On a ensuite, pour chacun des centres de responsabilité financiers, les tranches qui sont reportées. Une colonne qui permet à chaque direction de retraduire sa cible à l'échelle communale, les indicateurs qui ont été utilisés pour pouvoir réaliser la cotation et les moyennes obtenues pour chaque cible, donc d'abord sur 3, pour chaque cible des ODD, mais aussi pour chaque tranche comptable. Et ces moyennes sur 3 sont ensuite retraduites en pourcentage pour pouvoir réaliser plus facilement l'analyse des résultats. Alors voilà comment ça se esthétiquement et sur le plan visuel, comment ça se traduit au final. Donc là, vous avez la roue des ODD qui traduit le budget d'investissement 2023 de la ville. Alors je ne peux pas vous présenter en direct, et je le regrette beaucoup, les résultats pour le budget de fonctionnement, car ils seront présentés demain en conseil municipal et je pensais que ce serait le mois dernier. Donc, bon, je ne peux pas vous les présenter encore. Et là, vous avez l'avant-première sur le PPI. Mais en gros, nous arrivons en fait à traduire la contribution de l'ensemble de nos politiques publiques au titre des ODD sur ce graphique. Donc là, par exemple, sur l'ODD vie terrestre, l'ODD vert 15, numéro 15, eh bien, nous avons une contribution positive de l'ensemble de nos politiques publiques à hauteur de 77%. L'objectif étant évidemment d'améliorer ce score chaque année. Cette vision à 360 nous permet, contrairement à d'autres types de comptabilité verte aujourd'hui, d'embrasser vraiment l'ensemble des champs de politique publique et de ne permettre de n'oublier aucun des aspects. C'est-à-dire que, par exemple, pour la direction de l'enfance, quand elle réfléchit à ses actions, eh bien, comme elle doit scanner l'ensemble des 17 ODD dans son évaluation, elle est invitée à se poser la question de l'usage de l'eau, de la préservation de la vie terrestre, de la biodiversité. Elle est invitée à s'interroger sur les modes de consommation, sur ses achats, sur les solutions carbonées ou décarbonées qu'elle emploie. Et cette lecture nous permet vraiment d'aboutir à une meilleure prise en considération de l'ensemble des enjeux de la transition écologique au sein des directions aujourd'hui. Et elle est un vrai outil d'acculturation. On en parlait tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui de fondamental. Comment faire comprendre et comment faire évoluer les pratiques professionnelles aujourd'hui de l'ensemble de nos collègues vers une meilleure intégration de ces enjeux environnementaux et sociaux à 360. Et cet outil des ODD nous permet vraiment de faire se questionner l'ensemble des directions sur les impacts réels de leurs pratiques quotidiennes finalement au titre de l'ensemble des ODD. Ça peut passer des produits d'entretien à l'usage des véhicules, en passant par les achats, en passant par les ateliers de sensibilisation qui peuvent être faits auprès des jeunes, auprès des personnes âgées, auprès de tous les publics finalement que nous accueillons au quotidien dans l'ensemble de nos politiques publiques. On a aussi créé ces déclinaisons sur chacun des grands projets du PPI. Donc, on a fait sur le même modèle cette évaluation sur les grands projets. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Et enfin, là où je voulais peut-être partager ces points de progrès sur ces démarches-là, on l'a vu, c'est des démarches qui nécessitent vraiment d'embarquer l'ensemble des directions et des élus
pour qu'on puisse avoir les résultats les plus impactants possibles. La démarche de Pessac, c'est une démarche expérimentale qui s'est construite au fur et à mesure du temps, mais cette construction finalement sur 3 ans nous a vraiment permis d'affiner à la fois la méthodologie en interne, mais aussi de pouvoir acculturer progressivement et embarquer les équipes, ce qui est vraiment un gage de succès sur le long terme pour ce type d'exercice. En termes d'appropriation et de co-construction, l'approche ODD, elle nécessite au départ un investissement relativement important. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, on aurait pu confier cet exercice à un organisme extérieur qui l'aurait fait pour la ville de Pessac, mais on aurait perdu toute la dynamique de cet exercice en interne. Donc oui, l'investissement est important. La réécriture des cibles onusiennes à l'échelle d'une collectivité n'est pas forcément simple. En tout cas, elle ne l'a pas forcément été pour la ville de Pessac parce qu'on n'avait pas beaucoup d'autres exemples de villes de même taille qui avaient réalisé cet exercice. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de parutions et d'exemples qui permettent de gagner du temps dans cette réécriture des cibles et ça, on pourra y revenir. Mais c'est vraiment nécessaire de se laisser le droit d'expérimenter, de se laisser le droit à l'erreur et de partir dans cette logique d'amélioration continue. Et ça, c'est vraiment aussi très important à entendre pour les élus. Identifier des indicateurs, c'est pas forcément simple non plus, mais c'est quelque chose qui permet vraiment d'ancrer cet exercice de manière très concrète dans le quotidien des directions. Les indicateurs de suivi d'activité, il y en a dans toutes les villes et dans toutes les directions. Il suffit parfois d'aller les chercher, de les mettre en valeur pour pouvoir les utiliser pour réaliser cet exercice-là. Donc, on n'a pas perdu finalement tant de temps que ça à créer des indicateurs, à se demander comment on allait faire pour remplir ces grilles d'ODD. Ces indicateurs existent. Par contre, il est nécessaire de les partager, de les expliquer avec l'ensemble des élus, avec la DAF et la direction générale pour permettre cette appropriation collective. En termes de traduction budgétaire, cette approche par les ODD a nécessité un petit travail sur l'architecture comptable. Alors à Pessac, on n'avait pas forcément une comptabilité analytique très fine de nos politiques publiques, ce qui fait qu'on avait un peu de retard par rapport à ça. Et cette approche par les ODD nous a vraiment permis d'accélérer cette approche budgétaire par l'analytique et par les politiques publiques, ce qui est vraiment facilitant aussi pour les élus dans la réalisation de leurs arbitrages chaque année. L'approche budget vert permet vraiment de valoriser aussi les contributions de leur politique publique au titre des ODD, donc à la fois sur la sphère, leur champ d'intervention sectoriel, mais aussi sur tous les volets environnementaux. Et ça, en termes de démarche collective, c'est vraiment important. On a travaillé aussi cette année pour pouvoir identifier visuellement l'ensemble des euros vertueux que représentent ces contributions. Donc, pour vous donner un titre d'idée, on a travaillé sur le budget de fonctionnement qui équivaut à 85 millions d'euros annuels en 2023 pour la ville de Pessac. L'analyse, elle a été portée sur 69 millions d'euros, donc hors frais de gestion, dépenses d'ordre, et dépenses financières qu'on n'a pas encore analysé de manière, on n'a pas encore trouvé la manière de le faire de manière pertinente, mais effectivement l'approche notamment d'une analyse écologique de nos prêts bancaires est une des pistes que nous sommes en train d'analyser. Et sur ces 69 millions d'euros, on a environ 55% de nos euros qui ont une traduction vertueuse.
Et enfin, dernier point, donc on y revient, l'animation managériale, donc pour associer les équipes, identifier des référents ODD dans chacune des directions et créer des feuilles de route ou des plans d'action par direction qui sont calqués sur les objectifs de développement durable. Et c'est aujourd'hui ce qui est fait. La préparation budgétaire va se faire en fonction des 17 objectifs de développement durable pour permettre aussi à chaque direction, au moment des arbitrages, de présenter les axes de progrès qui vont être faits par rapport à cet objectif du budget durable. Ça permet aussi de valoriser les non-dépenses puisque lors des arbitrages budgétaires peuvent aussi être présentés la vertu représentée par les euros non dépensés et justement inviter à davantage de sobriété. Voilà, j'ai terminé pour ma part. Alors, merci beaucoup. C'était effectivement une démarche que je découvre moi et je trouve très intéressante comme certains participants d'ailleurs qui j'invite à prendre la parole par rapport à leurs remarques et leurs questions. Oui, désolé, j'avais oublié de rallumer mon micro, j'étais en train de les... Oui. Alors, il y avait Olivier qui demandait comment l'outil s'est approprié, comment les services se sont appropriés l'outil. Bon, il avait l'air quand même un peu complexe. Bon, vous avez un peu répondu quelque part mais vous pouvez peut-être compléter. Il y a une seconde question sur l'intégration dans les démarches ERC également, si vous voulez répondre aux deux questions. Notamment sur les choix aménagement, construction, réno. Oui, alors je vais répondre à la première sur les services. Alors, effectivement, l'outil présenté en si peu de temps a l'air relativement complexe, mais finalement, ça ne l'est pas tant que ça. Il s'agit d'une grille à remplir en fin de compte. Donc, c'est un peu fastidieux peut-être, surtout en phase d'appropriation. Donc, l'idée était vraiment de pouvoir rassurer les services parce qu'évidemment, ça reste une évaluation supplémentaire à faire. Alors, à Pessac, on a quand même un portage très fort en termes de transition écologique. Donc, cet exercice a très vite été présenté comme de toute façon quelque chose d'indispensable. Et j'ai passé quand même beaucoup de temps avec chacune des directions, avec les directeurs notamment, pour pouvoir expliciter le sens de la démarche et la philosophie de remplissage finalement de cette grille. Mais ce que les directions ont apprécié, c'était la possibilité qui leur était offerte d'être autonomes en fait sur cet exercice-là et pas que d'autres personnes viennent retraduire finalement les impacts de leur propre politique publique. Et si au début l'exercice fait un peu peur, très rapidement les directions s'en sont emparées parce que finalement c'est très valorisant de réfléchir aussi à une évaluation à 360 de ces politiques publiques, notamment au titre de la transition écologique. Et concernant les chantiers de construction et les grands projets du PPI, là aussi, l'évaluation permet d'embrasser l'intégralité des politiques publiques dans l'analyse. Et quand la direction des bâtiments dépense beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à créer des vrais dispositifs de concertation dans la rénovation, par exemple, d'une école maternelle avec les parents, avec toute la communauté éducative, et bien, le fait de pouvoir traduire cette énergie et ce temps passé en termes d'objectifs de développement durable, dans les objectifs de concertation, de co-construction, dans les objectifs de l'ODD 4 éducation, par exemple, permet d'avoir une autre approche que l'approche uniquement bilan carbone.
du chantier proprement dit. Je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, la ville de Pessac a un plan de décarbonation. On s'inscrit dans le PCAET de Bordeaux Métropole. On a donc l'agenda de solutions durables et de multiples autres dispositifs qui viennent alimenter ce budget vert. Et l'objectif, c'est que tous ces dispositifs puissent venir nourrir et dialoguer avec les résultats du budget durable au moment de la présentation du budget. Est-ce qu'il y a eu des refontes d'attribution de compensation? Alors pas encore, mais ça risque de venir. Pour l'instant, on a fait l'exercice avec l'AC telle qu'elle était structurée aujourd'hui. Mais par exemple, sur le volet numérique durable, on sait aujourd'hui que cette lecture-là va nécessiter un dialogue avec Bordeaux Métropole pour pouvoir accélérer les résultats de ce volet-là, et qu'il y aura forcément des conséquences en fait sur l'attribution de compensation. Mais ça, c'est aussi, je pense, un dialogue de gestion qui va fortement être impacté par toutes ces analyses environnementales dans les années qui viennent et qui sera de toute façon nécessaire. Donc ça n'est pas encore fait, mais ça se profile. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement aux questions qui étaient posées, ou si vous avez besoin de précision. A priori, toutes les questions étaient posées. Peut-être une dernière question à vous deux sur justement ce que je pensais sur les critères. Est-ce que vous avez des conflits parfois sur certains critères que vous utilisez, sur certaines lignes budgétaires? Des conflits par rapport Aux différents aux objectifs. objectifs, aux différents ODD, puisque certains peuvent en remplir d'autres quand d'autres peuvent. C'est la Oui, question oui. de la moyenne. Moi, j'avais une question. Ouais. Parce que vous parliez, il y a plusieurs notes. Ensuite, vous faites la moyenne des différentes notes. Donc, du coup, il n'y a pas de pondération. Enfin, chaque ODD a la même valeur. Je sais pas Alors si oui. c'est ça. Ouais. Alors du coup, je me permets de répondre à la question sur les ODD, Ouais. pardon. Oui, en fait, chaque ODD a la même valeur. Alors, il y a des ODD qui ne sont pas concernés. Donc, bon, bah là, évidemment, il n'y a pas de cotation. Mais on a chaque ODD a la même valeur, oui, justement pour pouvoir compenser dans les moyennes certains éléments. Comme je prenais l'exemple de mon portage à domicile tout à l'heure, évidemment, quand on a un impact négatif sur le climat, il faut absolument qu'il figure dans l'évaluation. Et du coup, pardon, allez-y, Antoine. Non, allez-y, hein, si vous... Ouais, c'était aussi dans la notation, parce que j'ai trouvé, ce qui m'a un peu, je me suis dit, alors, vous avez différentes notes sur une même ligne par rapport aux ODD, mais est-ce que c'est aussi par cible? Parce que vous avez parlé des cibles. Il y a des notes par ODD, par cible. Donc, ça fait 3 fois 17 notes. Votre micro est... Excusez-moi, je pense avoir oublié. On code chaque cible et pas chaque ODD. Donc, en fait, dans le tableau, en fait, vous avez l'ODD avec chacune des cibles, et ce sont bien, en fait, chacune des cibles qui sont cotées quand elles sont concernées et quand elles peuvent être renseignées. D'accord. Antonin, allez-y. Non, c'était, ça allait dans le même sens, hein. Globalement, nous, en fait, dans le tableau que nous font remonter les services, ils nous proposent la classification de leur côté, et du coup, ils doivent indiquer justement sur quel objectif il y a un impact et sur lequel ils se basent. Donc des fois, on est sur un seul, des fois, il y a seulement l'aspect climatique, et des fois, il y en a, c'est un peu différent. Et c'est sûr qu'on a on a des fois on est moins précis avec le côté notification, etc. On le fait de manière un petit peu plus empirique, mais des fois on essaye de pondérer un petit peu entre des travaux de végétalisation, des imperméabilisations pour venir s'adapter au changement climatique, etc. Du coup, on va aller, même s'il y a un tractopelle qui vient brûler de l'essence sur place, du coup, on va quand même le classer favorablement pour l'objectif final, quoi. Mais oui, parfois ça peut poser question. Ouais.
Moi, je réponds du coup dans le chat, il y a une question sur comment Mmh. on prend en compte les actions qui font système. Justement, c'est vraiment la vigilance qu'on souhaite absolument avoir à Pessac, et l'usage des ODD nous permet en fait de cette analyse, cette vision systémique. Si je prends par exemple ce que vous prenez comme exemple de la chaufferie biomasse, vous avez un ODD énergie avec tout un tas de cibles qui, du coup, vont être cotées vertueusement parce que une chaufferie biomasse, c'est plus vertueux euh, que l'usage d'autres sources d'énergie, euh, que l'usage d'autres énergies. Par contre, vous avez aussi un ODD vie terrestre qui regroupe toutes les cibles autour de la biodiversité et des forêts. Et là, eh bien, vous pourrez coter de manière beaucoup plus restrictive, voire négative, ce projet-là. Et c'est vraiment en fonction des moyennes que vous obtiendrez que vous aurez la carte d'identité de votre projet, et que l'arbitrage politique et économique pourra se faire en fonction de l'analyse qui en aura été faite. Mais vous avez la prise en considération de l'ensemble de ces éléments dans votre évaluation. Ça rejoint vraiment le volet, sobriété dont on parlait, hein, aussi bien Aurélie, que moi, mais ça reste indispensable, et c'est vrai que ce volet sobriété par une comptabilité, financière finalement, où on compte des euros, c'est pas là où c'est le plus facile à mettre en avant. Donc il faut pas l'oublier pour autant. Mais nous, typiquement, on se pose la question, dans les premières années de classification, l'achat de véhicules électriques était classé en transition écologique, du coup, pour ne plus acheter de véhicules thermiques. Mais du coup, classé au même niveau que si on achète des vélos. Aujourd'hui, on est en train de se questionner sur une évolution, et dans les pistes aussi de réflexion pour 2023 que j'avais pas mis sur le support, mais une des évolutions qui a été proposée au DGS et qui a été validée, c'est d'avoir des dépenses qui, plutôt que d'être classées en atténuées ou en défavorables pour l'environnement, qu'on ait des typologies de dépenses qui deviennent interdites. Et en fait, que le budget vert serve aussi à ça. Et typiquement, plutôt que les véhicules thermiques soient classés, les véhicules légers soient classés en dépenses défavorables ou atténuées, et que simplement qu'en fait, soit noté noir sur blanc qu'on n'a plus le droit d'en acheter. Et du coup, ça nous permettrait de sortir cette catégorie de véhicules-là, du coup de baisser un petit peu peut-être la classification des véhicules légers électriques, qui sont, il n'y a pas de débat là-dessus, plus pertinents que les thermiques en termes d'environnement, mais du coup pour bien mettre en avant encore plus les vélos, et se dire que si on arrive à réduire la flotte, ce qu'on fait par ailleurs, mais du coup qui apparaît pas trop dans le budget vert, c'est mieux que si on achète tous les ans des dizaines de véhicules électriques en plus, quoi. Oui, je pense que c'est vraiment un enjeu fondamental aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs, on l'a vu ce matin, possibilités finalement d'élaborer son budget durable, son budget vert. Mais cette question de la non-dépense, cette question de la sobriété, cette question de la mesure de tous les impacts des choix, et notamment pour éviter les maladaptations qui pourraient voir le jour dans l'ensemble de nos politiques finalement aujourd'hui. C'est vraiment de se poser avec les élus et les directions des affaires financières pour pouvoir intégrer, quel que soit finalement l'outil choisi, mais intégrer ces prismes-là et les avoir bien en tête, quel que soit finalement l'outil qui est choisi par l'exécutif. Merci à tous les 2 pour vos réponses. Effectivement, je pense que vous avez très bien illustré l'importance de se dire que c'est un outil aussi qui peut être adapté vraiment à ses besoins, qui peut être, enfin, la méthode i4C n'est pas une méthode fixe. Elle peut aussi intégrer aussi d'autres aspects, d'autres considérations, et puis que c'est pas qu'un simple exercice budgétaire, mais c'est aussi sensible au sujet et aux évolutions politiques, en fait, en cours, là, comme la sobriété ou d'autres sujets que vous venez d'aborder. Donc, merci beaucoup pour, ces 2 témoignages. Je rappelle à tout le monde que toutes les présentations seront sur l'Intradem, donc le portail, des membres du réseau, CAE, et puis pour ceux qui n'y sont pas, nous avons listé toutes les adresses mail que vous nous avez communiquées, et on vous fera un envoi groupé. Je remercie tous les intervenants, donc encore une fois pour, votre temps et votre intervention, très enrichissante, et j'en profite pour vous proposer aussi d'évaluer ce webinaire avec une enquête que je viens de vous poster en commentaire.
Et puis également, pour vous avertir qu'un prochain webinaire est déjà programmé. Donc ce sera le 23 mai de 10h à 11h sur les réseaux intelligents de l'énergie, pardon. Avec au programme une présentation de ces réseaux, par le club, Smart Grids Grand Est et puis des retours d'expériences de communes qui sont lancées dans une démarche en Grand Est, et notamment la commune de Langoué et Énergive, qui travaille avec la SEM du syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine, qui vous présenteront leur projet. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres, interventions ou mots de fin, nous allons pouvoir conclure. Peut-être que Christine, tu veux dire peut-être un mot de fin? Non, mais merci à tous, hein. Effectivement, l'intérêt de ces échanges sur ces démarches et des questions-réponses. Enfin, je pense que c'est tout l'intérêt d'un webinaire plutôt que juste regarder un guide chacun chez soi. J'invite effectivement ceux qui ne l'ont pas fait à nous formaliser des demandes, hein, pour rejoindre ce réseau, tout en précisant que ce n'est pas un réseau spécifiquement dédié aux directions financières, hein. C'était un peu un exemple. Mais plus aux questions et aux enjeux de transition énergétique et climatique au sens large. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on va vous envoyer les présentations pour ceux qui ont eu une invitation transférée. Mais voilà, n'hésitez pas à refuser si vous ne voulez pas rejoindre l'entièreté du réseau, parce que sinon vous allez avoir beaucoup de notifications de tous nos événements et toutes nos documentations. Mais en tout cas, vous êtes bienvenus si ça vous intéresse, même si ce n'est pas votre cœur de métier et que vous ouvrez vos compétences avec cette vision 360. Je pense que c'est un peu le mot de la fin aussi. Je pense que c'est un enjeu faire système et on en est au début des méthodes, en tout cas, il me semble. Merci à tous, en tout cas. Et à bientôt. Merci à tous. Très bonne Merci, journée. au revoir. Au revoir.